Il fait -20 degrés dans le ciel au-dessus de l'Allemagne de l'Ouest, et le pilote de l'OTAN pousse son appareil au ras des cimes de la forêt bavaroise. À 100 mètres du sol, les radars soviétiques ne voient presque rien. Les missiles sol-air cherchent en vain une cible dans l'immensité du ciel, et le chasseur bombardier file à 800 km/h vers son objectif. Intouchable, invisible, libre. Cette tactique, les soviétiques ne peuvent pas l'arrêter. Pas encore. Au milieu des années 50 du XXe siècle, l'armée soviétique se retrouve face à un problème qui grandit en silence dans les états-majors de l'OTAN. Les Américains et leurs alliés ont compris que les complexes de missiles antiaériens soviétiques, aussi redoutables soient-ils à moyenne et grande altitude, possèdent une faille béante vers le bas. Un avion qui vole en rase-motte, à quelques dizaines de mètres au-dessus du sol, devient pour les radars de ces missiles une cible presque impossible à acquérir et à suivre. Le faisceau radar se perd dans les échos du relief, des arbres, des constructions, et l'appareil passe comme un fantôme sous le parapluie de la défense antiaérienne soviétique. Les pilotes de l'OTAN s'entraînent à cette technique avec une intensité croissante, perfectionnant leur trajectoire d'approche en terrain masqué, apprenant à se faufiler dans les vallées et à longer les pentes pour surgir au dernier instant sur leurs objectifs. À la fin des années 50, cette tactique est portée à un niveau de maîtrise qui inquiète profondément les planificateurs militaires soviétiques. Ce qui rend la situation encore plus alarmante, c'est l'état du matériel soviétique censé répondre à cette menace. La pièce maîtresse de la défense antiaérienne de basse altitude des unités de fusiliers motorisés est à cette époque la ZSU-57-2, une installation dotée de 2 canons de 57 mm. Sur le papier, la puissance des obus semble rassurante, mais la réalité opérationnelle est accablante. La cadence de tir ne dépasse pas 240 coups par minute, et l'alimentation automatique se révèle chroniquement peu fiable, tombant en panne aux moments les plus inopportuns. Ce qui est encore plus grave, c'est l'absence de tout radar de conduite de tir. Les servants doivent viser à l'œil nu en estimant eux-mêmes la vitesse, la trajectoire et la distance de l'avion ennemi. Face à des appareils à réaction volant à plus de 800 km/h à basse altitude, cet exercice relève de la pure loterie. Pour compléter ce tableau, les colonnes motorisées disposent également d'installations quadruples de mitrailleuses de 14,5 mm, mais leur plafond d'efficacité est trop faible et leurs projectiles insuffisants contre des aéronefs blindés. En résumé, les troupes soviétiques sont exposées à nu face aux avions ennemis volant en rase-motte, et tout le monde dans les états-majors le sait parfaitement. En 1957, le commandement de l'armée soviétique prend une décision qui va orienter le développement de la défense antiaérienne des unités de combat pour la décennie suivante. 2 projets distincts de nouvelles installations antiaériennes automotrices sont lancés simultanément. Le premier s'appelle Shilka, le second Yenisei. Nombreux sont ceux qui pensent aujourd'hui que ces 2 systèmes étaient de simples concurrents, se battant pour la même place dans l'ordre de bataille soviétique. La réalité est plus subtile et plus intéressante. La Shilka est conçue pour les régiments de fusiliers motorisés. Sa mission est d'accompagner l'infanterie en marche et au combat en neutralisant les cibles aériennes jusqu'à une altitude de 1500 mètres environ. L'Yenisei, armé de canons de 37 mm, est destiné aux divisions blindées et vise des cibles jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Selon les plans initiaux du commandement militaire, les 2 machines doivent entrer en service et couvrir des tranches d'altitude complémentaires, formant ensemble un bouclier continu contre toutes les menaces aériennes de basse et moyenne altitude. Mais en 1961, les 2 prototypes sont prêts pour les essais comparatifs, et c'est là que la situation bascule. L'Yenisei pèse 28 tonnes. Il est lourd, encombrant, difficile à intégrer dans des colonnes motorisées dont la rapidité de déplacement est une exigence tactique fondamentale. La Shilka, elle, n'affiche que 19 tonnes. Elle est compacte, mobile, transportable par avion militaire, parfaitement adaptée au rythme d'une offensive motorisée. Sur les hauteurs que l'Yenisei est censé couvrir, à 2000 mètres par exemple, il atteint une probabilité de destruction d'un appareil de type MiG-17 de 38%. Là où la Shilka, avec ses canons de 23 mm, est totalement impuissante. Mais dès lors qu'on descend entre 200 et 500 mètres d'altitude, là où les chasseurs bombardiers de l'OTAN s'engouffrent pour échapper aux missiles, la Shilka devient 1 à 2 fois plus efficace que l'Yenisei.
La commission d'évaluation enregistre les résultats et recommande d'abord de retenir les deux systèmes, chacun dans son registre propre. Mais en 1962, la décision tombe et elle surprend presque tout le monde. Le commandement soviétique décide d'adopter uniquement la Shilka et d'arrêter immédiatement tous les travaux sur les Nisei. La logique derrière ce choix est froide et mathématique. Les complexes de missiles sol-air soviétiques couvrent déjà efficacement les altitudes moyennes et grandes. Les Nisei, avec son plafond de 3000 mètres, empiètent sur leur zone de responsabilité et doublent inutilement une capacité qui existe déjà. En revanche, la faille critique se situe à ras du sol, là exactement où les missiles ne peuvent pas descendre. Et c'est précisément le domaine de prédilection de la Shilka. Pourquoi financer 2 lignes de production coûteuses quand les missiles gèrent le reste du spectre? La réponse n'admet qu'un seul candidat. Mais les constructeurs de la Shilka n'ont pas encore le temps de se féliciter, car leur machine, dans l'état où elle sort des essais, n'est absolument pas prête pour la production en série. Et les obstacles qui l'attendent sont bien plus coriaces qu'on ne l'imaginait. La décision est prise, le concurrent éliminé, mais la victoire de la Shilka reste théorique. Le canon Amour, qui équipe les 4 tourelles, cache un défaut rédhibitoire que les ingénieurs du combinat de Tula découvrent dès les premiers cycles de tir intensif. Les douilles éjectées s'accumulent dans les goulottes d'extraction et provoquent des coincements en chaîne qui paralysent les automates les uns après les autres. En combat réel, la scène serait catastrophique. Une colonne sous attaque aérienne, les 4 canons qui s'éveillent en rugissant, puis le silence brutal d'une culasse bloquée, puis d'une deuxième, pendant que l'appareil ennemi termine son passage de tir sans être inquiété. Les essais en usine reproduisent exactement ce scénario, et les responsables de production comprennent immédiatement qu'envoyer cette machine aux troupes en l'état serait une faute professionnelle. Les goulottes sont redessinées intégralement, les angles d'éjection sont recalculés, les surfaces internes rectifiées, les mécanismes d'entraînement des douilles renforcés. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Le système de refroidissement des tubes révèle des fissures de fatigue thermique après quelques centaines de coups. Le mécanisme de pointage vertical accroche dans certaines positions angulaires et plusieurs sous-ensembles électroniques manifestent des défaillances intermittentes impossibles à reproduire en laboratoire, mais qui surviennent immanquablement lors des tests prolongés sur le terrain. Les équipes d'ingénieurs travaillent en roulement continu. Chaque défaut réglé en révèle un autre, et l'année 1963 passe presque entièrement dans cet enchaînement d'allers-retours entre les ateliers et le polygone d'essai. Ce n'est qu'en 1964 que la Shilka est déclarée apte à la production en série. Les premières machines quittent les chaînes de montage et rejoignent les régiments de fusiliers motorisés. Les équipages découvrent une réalité à la fois impressionnante et exigeante. 4 canons capables de cracher 3400 obus par minute transforment littéralement l'espace aérien en zone létale sous 1500 mètres. La station radar embarquée détecte une cible. Le calculateur de tir détermine le point de rencontre en tenant compte de la vitesse, de l'angle et de la distance. Et les servomoteurs hydrauliques orientent la tourelle sans intervention humaine autre que l'ordre de tir. Les servants s'entraînent aux 3 modes de conduite de tir disponibles: automatique par radar, semi-automatique avec pointage manuel et télémétrie radar, et manuel intégral sur réticule de secours. Ce triple niveau de redondance garantit que même avec une électronique partiellement détruite, la Shilka continue de fonctionner. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, les services de renseignement américains suivent le développement de la Shilka avec une attention croissante. Lorsque ces caractéristiques commencent à filtrer, la réaction au Pentagone est immédiate. Les concepteurs de l'avion d'attaque au sol, qui deviendra le Fairchild Republic A-10, reçoivent des spécifications renforcées en matière de blindage. L'appareil doit pouvoir encaisser des impacts de projectiles de 23 mm sur ses parties vitales. La baignoire en titane qui protège le pilote est directement dimensionnée en réponse à la menace que représente le canon de la Shilka. Cette course entre l'obus et le blindage s'engage discrètement, sans déclaration de guerre, dans les bureaux d'études des deux puissances, et la Shilka se retrouve au centre d'un dialogue technique entre adversaires qui ne se parleront jamais directement. La cadence de production monte progressivement. Vers la fin des années 60, les usines soviétiques sortent environ 300 Shilka par an, et les machines se répandent dans les régiments motorisés de tout le territoire soviétique, puis chez les Alliés que Moscou équipe généreusement. L'Égypte, la Syrie, la Libye,
Cuba, le Vietnam du Nord reçoivent leurs premières livraisons. Chacun de ces pays a ses propres théâtres d'opérations potentielles, ses propres doctrines, et la Shilka va devoir s'y adapter à des conditions que ses créateurs n'ont pas toutes anticipées. La machine conçue dans l'urgence des années 50 pour stopper les avions de l'OTAN en rase-motte sur les plaines d'Europe centrale se retrouve exportée aux quatre coins du monde, et la guerre réelle, avec toute son imprévisibilité, attend au tournant. À l'intérieur de la tourelle, 4 hommes partagent un espace réduit à l'extrême, entouré de câbles, de panneaux de commande et du souffle permanent des ventilateurs de refroidissement électronique. Le commandant de l'installation occupe la position centrale supérieure. À sa gauche, l'opérateur de distance surveille en permanence l'écran radar. Face aux optiques, le pointeur attend l'ordre d'ouverture du feu. Le mécanicien conducteur, lui, est seul dans la partie avant du châssis, séparé du reste de l'équipage par la cloison du compartiment moteur. Ces 4 hommes constituent la totalité de l'équipage d'une machine qui pèse 19 tonnes et dont la survie au combat dépend autant de leur coordination que de la technologie embarquée. Le cœur du système est le complexe radar calculateur. La station d'émission-réception fonctionne en bande centimétrique et peut détecter un avion volant à basse altitude jusqu'à 18 km dans des conditions favorables. Une fois la cible acquise, le système de poursuite automatique verrouille son faisceau sur l'appareil et transmet en continu ses coordonnées angulaires et sa distance au calculateur balistique. Celui-ci intègre ces données avec la vitesse propre de la Shilka, calculée par la centrale de navigation gyroscopique, et produit en temps réel le point de visée corrigé que les servomoteurs hydrauliques appliquent à la tourelle. Le tout se passe en une fraction de seconde, et la tourelle suit la cible avec une fluidité qui surprend ceux qui voient la machine travailler pour la première fois. Ce que les manuels ne disent pas, c'est que ce radar a un point faible bien connu des équipages. La pluie dense et la neige mouillée dégradent sérieusement sa portée et sa précision, transformant parfois une arme redoutable en système approximatif. Quand le brouillage électronique adverse perturbe la poursuite angulaire, le pointeur prend la main sur le viseur optique tout en laissant le radar fonctionner en mode télémétrique pur. La distance continue d'alimenter le calculateur et seul le suivi angulaire devient manuel. Ce mode intermédiaire exige un pointeur expérimenté, capable de garder sa réticule sur un appareil manœuvrant à grande vitesse, mais il prive l'adversaire de l'avantage que lui procure le brouillage complet. En cas de destruction totale de l'électronique, le troisième mode bascule sur un réticule à anneau gestuel qui impose au pointeur d'estimer lui-même la vitesse et la distance. La probabilité de destruction chute alors brutalement, mais la Shilka peut théoriquement continuer à se battre. Ce qui frappe le plus les équipages lors des premières années d'utilisation, c'est la vulnérabilité du blindage. Les 15 mm de la caisse et les 9,2 mm de la tourelle arrêtent les éclats d'obus et les balles d'armes légères. Mais une mitrailleuse lourde de 12,7 mm tirée à portée raisonnable perfore la tourelle sans difficulté. La règle tactique qui s'impose rapidement dans toutes les unités équipées est simple et absolue. La Shilka ne s'expose jamais en première ligne. Elle travaille depuis les positions en retrait, masquées par le relief ou la végétation, et n'ouvre le feu que lorsqu'une cible aérienne entre dans sa zone d'engagement. Toute confrontation directe avec une infanterie ennemie équipée d'armes anti-chars légères peut être fatale en quelques secondes. En 1968 et 1969, la première modification substantielle est intégrée à la production. Cette version, désignée ZSU-234V, introduit un viseur de commandant autonome qui permet au chef de l'équipage de détecter et d'évaluer les menaces sans dépendre du seul opérateur radar. Dans un engagement où chaque seconde compte, cette capacité supplémentaire réduit le temps de réaction global et augmente les chances d'intercepter une cible avant qu'elle ne quitte la zone de tir. Plusieurs défauts mécaniques identifiés lors des premières années d'utilisation intensive sont également corrigés, notamment dans les circuits hydrauliques de pointage et dans les connecteurs électriques sensibles aux vibrations du châssis en mouvement. La version suivante, ZSU-234V1, arrive entre 1970 et 1971 avec une ambition plus grande. Le calculateur balistique est profondément revu, ses algorithmes affinés pour mieux prendre en compte les variations de vent et les corrections atmosphériques. La station radar reçoit des améliorations qui augmentent sa résistance au brouillage et l'agrégat turbogaz qui alimente toute l'électronique voit son temps de fonctionnement avant révision
passer de 450 à 600 heures. Ce générateur auxiliaire est l'organe vital que les équipages surveillent avec obsession, car son arrêt en plein engagement transforme instantanément la Shilka en tourelle aveugle. À l'automne 1973, des Shilka dans leurs versions les plus récentes sont déployés en Égypte et en Syrie, et ce que leurs équipages vont vivre dans les jours suivants va forcer l'aviation israélienne à repenser entièrement sa doctrine d'emploi au combat. Le 6 octobre 1973, les forces égyptiennes franchissent le canal de Suez et les forces syriennes attaquent simultanément le plateau du Golan. Les pilotes israéliens décollent en urgence pour soutenir une infanterie qui recule sous la pression d'une offensive blindée massive. Ces pilotes sont parmi les meilleurs au monde, aguerris par des années de domination totale du ciel moyen-oriental. Ils descendent en piqué vers les colonnes blindées arabes avec la même confiance qu'ils avaient lors des guerres précédentes. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que le ciel à basse altitude a radicalement changé. Les Shilka égyptiennes et syriennes sont postées en profondeur dans les formations blindées, dissimulées entre les chars et les véhicules de commandement. Dès qu'un appareil israélien descend sous 1000 mètres pour engager une cible au sol, les tourelles pivotent et les 4 canons ouvrent le feu simultanément. La densité des trajectoires de 23 mm dans un couloir aérien de quelques centaines de mètres est telle qu'un pilote ne peut pas manœuvrer pour les éviter toutes. Les premiers jours de combat voient des pertes israéliennes s'accumuler à une cadence que l'état-major de Tel Aviv n'avait pas anticipée. Des appareils de type Skyhawk et Phantom, construits pour résister aux missiles soviétiques de grande altitude, se révèlent vulnérables à cette grêle d'obus qui surgit du niveau du sol sans presque aucun préavis. Les pilotes qui rentrent à la base décrivent tous la même expérience, une traînée de points lumineux qui jaillit soudainement de la masse des véhicules ennemis, un temps de réaction insuffisant pour rompre l'engagement et l'impact. L'aviation israélienne modifie ses procédures en urgence. Les attaques au sol à basse altitude sont suspendues le temps d'évaluer la menace. Des missions de suppression de la défense antiaérienne ennemie sont planifiées spécifiquement contre les Shilka et les missiles sol-air de basse altitude. Les pilotes reçoivent des briefings détaillés sur les zones de déploiement probables des installations antiaériennes automotrices arabes. Cette adaptation prend du temps, et pendant ce temps, les pertes continuent. La guerre d'octobre coûte à Israël plus d'une centaine d'avions en 18 jours de combat, une proportion significative de ces pertes étant directement attribuable à l'artillerie antiaérienne à canon opérant à très basse altitude. Au Vietnam, le scénario se répète selon une logique différente, mais avec les mêmes conséquences pour les pilotes américains. Les unités nord-vietnamiennes utilisent leurs Shilka pour protéger les axes logistiques, les dépôts de carburant et les nœuds de communication que l'aviation américaine cherche à neutraliser. Les appareils qui tentent de passer sous la couverture des missiles sol-air soviétiques de moyenne altitude se retrouvent dans la zone d'engagement des canons automatiques. Les planificateurs de missions au sein du commandement américain intègrent progressivement les zones de déploiement connues ou supposées des Shilka dans leurs calculs de route d'approche. Certains axes qui semblaient accessibles à basse altitude sont abandonnés. De nouveaux profils de vol sont testés pour minimiser l'exposition au feu des installations à 4 canons. Chaque adaptation tactique américaine génère une réponse nord-vietnamienne, et la Shilka reste au centre de cet équilibre instable pendant des années. En 1980, l'armée soviétique est déjà engagée depuis 1 an en Afghanistan, et la Shilka y découvre une guerre pour laquelle elle n'a absolument pas été conçue. Il n'y a pas d'aviation ennemie à intercepter. Les Moudjahidines ne possèdent ni chasseurs ni bombardiers, mais ils maîtrisent parfaitement l'art des embuscades dans les gorges étroites, du tir en plongée depuis des crêtes rocheuses et du harcèlement nocturne des convois. Les colonnes soviétiques progressant dans les vallées afghanes sont particulièrement vulnérables aux tireurs postés sur les hauteurs dominant les pistes. Et c'est là que les équipages de Shilka découvrent une propriété de leur machine que personne n'avait vraiment exploitée auparavant. Les canons peuvent monter jusqu'à 85 degrés d'élévation, ce qui permet d'arroser des positions situées presque directement au-dessus de la machine. 4 canons crachant simultanément sur une position en flanc de montagne dévastent la végétation, pulvérisent les abris de pierre et neutralisent les tireurs avec une brutalité et une rapidité qu'aucun autre véhicule blindé de la colonne ne peut égaler. Les soldats soviétiques lui donnent rapidement un surnom qui circule dans toutes les unités déployées. La décision opérationnelle qui suit est radicale. Le complexe radar calculateur est entièrement démonté. Cet équipement lourd et complexe
conçu pour traquer des avions à réaction, ne sert strictement à rien contre des combattants à pied et devient un poids mort. L'espace et la masse libérée permettent d'augmenter le chargement en munitions de 2000 à 3000 obus. Un dispositif de vision nocturne est installé pour permettre l'engagement des positions ennemies lors des attaques de nuit contre les bases et les convois. Cette configuration modifiée reçoit l'indice ZSU 234M2 et elle représente la transformation la plus radicale que la Shilka ait jamais subie depuis sa création. En 1982, la chaîne de production s'arrête définitivement après 18 ans de fabrication continue et plus de 6000 unités livrées à travers le monde entier. Avant même que la chaîne de production ne s'arrête, les ingénieurs soviétiques travaillent sur 2 modifications supplémentaires destinées à prolonger la pertinence opérationnelle de la machine. La version ZSU 234M1, adoptée en 1973, apporte une solution technique en apparence mineure, mais aux conséquences mesurables sur le terrain. La tubulure d'alimentation en liquide de refroidissement des canons, jusqu'alors soudée rigidement, est remplacée par un flexible souple qui absorbe les vibrations générées par le tir en rafale prolongé. Le résultat est concret. La durée de vie de chaque canon passe de 3500 à 4500 coups avant remplacement obligatoire. Pour une installation qui consomme ses munitions à une vitesse vertigineuse, cette amélioration du potentiel des tubes représente un avantage logistique réel en campagne prolongée. Simultanément, le temps de fonctionnement de l'agrégat turbogaz avant révision est porté à 900 heures, le double de ce que la toute première Shilka de série pouvait offrir en 1964. La dernière version de série, la ZSU 234M3, introduit un équipement dont l'absence dans les versions précédentes avait coûté des incidents graves lors des engagements en coalition. Le système d'identification ami-ennemi est intégré directement dans la boucle de conduite de tir. Avant cette modification, un équipage sous pression, dans le feu d'un engagement complexe, devait contacter par radio les unités voisines pour confirmer l'appartenance d'un appareil avant d'ouvrir le feu. Une procédure qui prenait des secondes précieuses et restait souvent ignorée dans la confusion du combat. Avec le nouveau système, une interrogation électronique automatique identifie en temps réel si la cible répond au code AMI du jour. L'électronique de conduite de tir est également modernisée pour intégrer les standards des années 80 et plusieurs interfaces homme-machine sont redessinées pour réduire la charge cognitive des opérateurs lors des engagements simultanés contre plusieurs cibles. Quand la production s'arrête définitivement et que les 6000 unités fabriquées se dispersent aux 4 coins de la planète, personne ne pense sérieusement que la Shilka va jouer un rôle majeur dans les conflits du XXIe siècle. Les systèmes qui lui succèdent dans les premières lignes soviétiques puis russes sont plus rapides, plus précis, capables d'engager des cibles à des distances et des altitudes hors de portée de la vieille installation à 4 canons. La logique militaire semble pointer vers une retraite progressive et inéluctable vers les musées et les dépôts de réserve. Puis les drones arrivent et tout change. Les premiers conflits où des engins télépilotés légers sont utilisés massivement en reconnaissance et en attaque révèlent une asymétrie économique stupéfiante. Un drone d'attaque de conception simple peut coûter quelques milliers de dollars. Un missile sol-air moderne capable de l'intercepter coûte plusieurs centaines de milliers, parfois plusieurs millions. Tirer une roquette à 2 millions d'euros sur un engin construit pour 10 000 représente une absurdité comptable qui vide les stocks de munitions guidées à une vitesse que les budgets militaires ne peuvent pas soutenir indéfiniment. Et c'est précisément là que la décision prise en 1962 ressurgit avec une acuité troublante. Choisir le petit calibre et la cadence de tir maximale plutôt que la puissance unitaire des obus, c'était exactement le bon choix pour saturer un couloir aérien étroit face à une cible petite et lente. Un drone évoluant à 200 km/h à 200 mètres d'altitude correspond presque parfaitement au profil de cible pour lequel la Shilka a été optimisée 6 décennies plus tôt. Dans plusieurs conflits récents au Moyen-Orient et en Afrique, des Shilka sortis de leur dépôt après des années d'inactivité sont remises en service spécifiquement pour assurer la défense rapprochée contre les essaims de drones légers. Les équipages redécouvrent une vérité que leurs prédécesseurs connaissaient parfaitement. Une rafale de 23 mm qui traverse la trajectoire d'un petit engin volant n'a pas besoin d'être guidée avec précision.
La densité du nuage de projectiles fait le travail. Un drone qui encaisse même un seul obus de 23 mm ne rentre pas à sa base. Et le coût d'une rafale de 100 coups reste sans commune mesure avec celui de n'importe quel missile intercepteur. Des unités russes, syriennes et d'autres armées équipées de matériel soviétique redéploient leurs Shilka non plus en première ligne anti-char comme en Afghanistan, mais en protection de périmètres autour des bases, des dépôts et des centres de commandement menacés par des attaques de drones kamikazes. Ce retour inattendu sous les projecteurs n'efface pas les limites réelles de la machine. Face à un drone rapide équipé de contre-mesures électroniques, face à un appareil volant au-delà de 2000 mètres, la Shilka reste impuissante. Mais la guerre du XXIe siècle n'est pas uniquement faite de systèmes sophistiqués. Elle est aussi faite de menaces bon marché, produites en masse, lancées par centaines pour saturer les défenses. Et contre cette réalité-là, 4 canons soviétiques qui crachent sans relâche depuis 60 ans ont encore quelque chose à dire. Si cette histoire vous a passionné, laissez un commentaire pour nous dire quelle machine militaire vous souhaitez découvrir dans le prochain épisode. Appuyez sur le bouton j'aime pour soutenir ce travail et abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines histoires.